Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. Passion, authenticité, excellence, transmission. Mettons plus de vie dans nos vies. Le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globetrotter pour l'émission Échappée Belle, et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal avec de nombreux conseils et astuces dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Aujourd'hui, nous allons papotager, c'est-à-dire papoter du potager. Que ce soit sur un balcon ou dans un jardin, que faut-il prendre en compte quand on se lance? Sur quelle surface? Où trouver des ressources naturelles? Que choisir? Graines ou plants? Bref, tout le monde peut-il potager et si le bonheur se trouvait au jardin? Et pour faire pousser, que dis-je, grandir notre intérêt ou notre passion pour le potager, celui qui est un pote non pas âgé, mais votre jeune pote au contraire depuis 2017, dont vous avez suivi les vidéos sur sa chaîne YouTube, le potager d'Olivier, qui comptabilise en à peine 5 ans plus de 26 millions de vues quand même, le pote qu'on regarde œuvrer dans son jardin sous le soleil de l'Hérault, avec l'accent du sud accompagné par le chant des oiseaux et le bruissement des cigales, c'est monsieur Olivier Puech. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Bon, on entend bien cet accent qui nous réchauffe. Merci d'être avec nous. Alors, le journal Le Monde t'a surnommé le YouTuber star des potagers. Tu es né à Carcassonne, tu as fait un CAP boulangerie, car tu étais attiré par le travail manuel. Mais c'est une allergie qui t'a obligé à abandonner ce métier. Tu deviendras ensuite cadre en grande distribution, puis formateur commercial, avant de récolter des centaines de kilos de fruits et légumes bio chaque année dans ton jardin, en t'adonnant à ta passion devenue ton métier aujourd'hui. L'an passé, tu as sorti un nouvel ouvrage aux éditions Terre Vivante, avec ce titre qui te raconte très bien, je trouve, nourrir sa famille, nourrir son esprit. Et comme tu avais fait des études de géologie au départ, me semble-t-il, on peut dire que tu es revenu à la Terre finalement. Oui, ça fait beaucoup de choses. Un parcours un peu chaotique, mais qui reflète peut-être la société dans laquelle on vit, où on est fortement chahuté, où parfois on a un petit peu de mal à se situer. Et en tout cas, ouais, tout ça m'a amené à me recentrer autour de cette passion folle du potager. Alors justement, avant de commencer sur notre thème du jour, je vais te poser ma petite question rituelle. Raconte-moi ton premier souvenir, ta première émotion liée au végétal. Justement, c'est beaucoup d'émotions en fait, parce que de suite, ça me fait penser à mes grands-parents. Ça me fait penser à mes grands-parents, que ce soit maternel, paternel. Comme beaucoup d'entre nous, on a des grands-parents qui ont été dans l'agriculture, avec le petit potager collé à la ferme pour se nourrir, quoi, tout simplement. Bien plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. C'était vraiment un potager, pas pour survivre, mais pour répondre à des besoins vraiment clairement de nourriture, quoi. Donc je me revois à écouter les haricots. Tous réunis autour, tu sais, de la bassine à haricots, là, à les écouter un par un. Je revois mon papy m'offrir des légumes avec, tu vois, cette étincelle dans les yeux, là, qui montre, ça, c'est de la bonne bouffe, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Ça fait appel, c'est vraiment des émotions, en fait, qui, je pense, sont gravées pour toujours, quoi, à l'intérieur, quoi. Donc, ça n'est pas un hasard si un jour tu es revenu répondre à ces souvenirs, finalement. Oui, alors après, est-ce que c'est un potager thérapie? Est-ce que c'est un potager épanouissement? Est-ce que c'est un potager existentiel? Je pense que, quoi qu'il en soit, on a tous des racines qui viennent de la Terre, et puis on est sur une planète qui porte un nom qui me semble qui s'y rapproche. Et c'est pas pour rien, c'est que on est terrien, on est chasseur, on est cueilleur, on est des animaux. On a vraiment des instincts en nous, si tu veux, des besoins concrets animaux. Et je trouve que dans cette société qui est vraiment, tu le vois, moi j'ai eu un boulot, on a beaucoup de factuels, d'écrans, d'ordinateurs, de tableaux Excel, de logistique. Et je sais que pendant tout un moment, j'étais au boulot, putain, je pensais qu'à ça, parce que je trouvais une vraie existence, un vrai bonheur, un vrai plaisir à mettre les mains dans la terre, et ouais, vraiment comme un ressourcement en fait. Ouais. Un accomplissement aussi. Est-ce que justement, tu en parles beaucoup dans ton livre de ton papy ou de tes papys? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que représentent ces souvenirs auprès d'eux et ce qu'ils t'ont légué en quelque sorte par rapport à cet amour de la terre? Ouais, ils m'ont légué des choses très factuelles, très très concrètes. Ils avaient un boulot chronophage agriculteur, 50 heures, 80 heures par semaine, et malgré tout, ils avaient un potager flamboyant. Donc tu vois, ils y arrivaient. Je voyais une belle vie. En fait, ils étaient heureux. Et je te reprends cette image quand je vois mon papy là me déposer ce panier de légumes dans mon coffre et me dit allez, repars faire ta semaine à l'époque, j'étais encore dans les études et tout. Mais il y avait
excuse-moi le gros mot, mais une putain de fierté dans ses yeux et une joie. Et c'est ça, je pense, qui m'a vraiment, qui m'a impacté. Et je le retrouve aujourd'hui et j'ai la chance d'avoir des milliers, dizaines, centaines de milliers d'abonnés. Et on sent, et souvent j'utilise le hashtag d'ailleurs, fier d'être jardinier, tu vois. Parce que vraiment, il y a une fierté on part de la graine et on récolte et c'est notre nourriture. Tu conseillerais de commencer avec quel type de légumes le potager? Je conseille les cultures les plus faciles et qui demandent peut-être aussi pas trop de temps en cuisine parce que voilà, on a tous des contraintes temporelles, on n'a pas tous forcément le temps de s'occuper de son potager des heures et des heures tous les jours. Donc la reine du potager, clairement, c'est la tomate. Tu as juste soit une graine à semer au mois de mars, soit un plant que tu vas acheter en jardinerie au mois de mai. Et avec chaque plant, tu peux espérer 5, 6, 7, 8, 10 kilos selon les variétés. Et tu n'as vraiment pas grand-chose à faire si ce n'est avoir une bonne richesse dans le sol au départ, on l'a vu tout à l'heure. Donc de loin, la tomate. Si tu as un peu de place, les courgettes, parce que c'est pareil, chaque plant peut te donner 10, 15 kilos. C'est vraiment les deux cultures phares. Et je pense que c'est les deux cultures qui sont faites par la grande majorité des jardins. Et puis peut-être plus quelques racines pour l'hiver, quelques pommes de terre, après, c'est assez classique aussi. Oui, les racines, tu rentres de suite dans un petit peu plus de problématiques. Moi, encore cette année, j'ai un semis de carottes qui a échoué, tu vois. Alors, tu sais jamais pourquoi. Est-ce que ce sont les fourmis qui sont venues manger les graines? Est-ce que c'est le sol qui était trop compact, pas assez humide? Donc, c'est un peu plus compliqué à réussir. Mais effectivement, tu peux rapidement faire des carottes, sitôt le moindre lopin de terre, des betteraves, des navets. Et puis en hauteur, tu peux faire grimper des haricots aussi, par exemple. C'est génial, des haricots grimpants. Je pense à un balcon, tu mets un petit treillis là, tu sais, des mailles croisées. Tu sèmes quelques haricots à la base et ça peut monter à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de hauteur. Moi, j'ai des oliviers chez moi. Je me souviens de voir des haricots qui dépassaient pratiquement la cime. C'est génial. Est-ce que tu te souviens des premiers légumes que tu as plantés dans ton premier jardin? Oui, je m'en souviens et je me souviens aussi des premiers désastres que ça a généré. À l'époque, j'avais quasiment pas de notion de richesse du sol et tout. Je me demande d'ailleurs comment j'ai réussi à récolter quelques trucs. J'avais les tomates, évidemment, qui ont quand même bien donné parce qu'au départ, tu as toujours un sol riche. Donc, la première année, ça avait bien marché. La deuxième année, beaucoup moins parce que j'avais pas réenrichi le sol. Et puis, par contre, je me souviens des navets. C'est une drôle d'anecdote. Vraiment, j'avais passé 3 mois à veiller sur eux. Vraiment, une première année de saison, tu sais, tu veilles par jour après jour, et au moment de la récolte, tout était bouffé sous terre. Je m'étais fait tout ravager, donc ça avait vraiment rien donné. J'étais un peu déçu. Et puis je me souviens aussi des aubergines. J'avais mis 3 mois à les avoir, et puis le caviar, je l'avais loupé, tu vois. J'avais mis trop de citron. J'étais désastre. J'étais vraiment dégoûté, quoi. Donc maintenant, tu es un jardinier confirmé et un cuisinier confirmé aussi, alors. Oui. C'est vrai que étonnamment, quand on est jardinier, petit à petit, on s'améliore aussi en cuisine parce qu'on prend plaisir. Même si je prends soin à cuisiner le produit brut tellement il est bon, c'est pas la peine de faire des artifices. Mais on trouve quand même quelques idées recettes. Ouais. Donc la prochaine fois que je descends pas loin de Béziers, je viens goûter ton caviar d'aubergine. Ça marche? La porte est ouverte, avec plaisir. Ça marche, Olivier. Alors, on va donc potager aussi aujourd'hui ensemble. Une fois que le désir de se lancer dans un potager s'exprime, que ce soit sur un balcon ou en pleine terre, à quoi il faut penser en premier, même avant de commencer? C'est vrai que tu as quand même des clés universelles auxquelles tu peux difficilement te soustraire. Donc, je pense en premier lieu à la lumière. Tu vois, tu as besoin quand même d'un minimum d'ensoleillement. Alors, selon les cultures, tu vas avoir besoin de juste 3 heures, 4 heures de soleil par jour, jusqu'aux cultures les plus gourmandes qui peuvent te demander 7 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour. Il faut aussi, en dehors de la lumière, j'imagine qu'il faut aussi un minimum de place. Si je suis sur un balcon, comme on est chez moi, par exemple, explique-moi un peu ce qu'on peut faire et quel est le rapport entre la surface de travail de ce petit jardinet et par rapport au temps qu'on doit y consacrer. Oui, alors tu peux commencer comme j'ai fait moi il y a 10 ans, 15 ans avec 5 mètres carrés, mais tu peux commencer avec un potager carré de 1 mètre carré et déjà tu peux faire des miracles avec rien que ça, tu vois. Et même sur mon balcon, je peux mettre plusieurs pots comme ça. Bien sûr, et puis ça devient même pas une mode, mais ça devient des pratiques qui se développent de plus en plus.
Tu as même des sacs avec des matières éco-responsables, des bacs en tissu, des carrés potagers. Et rien qu'avec 1 mètre carré, il te faut un minimum de profondeur, 20, 30, 40 centimètres idéalement. Tu remplis ça, alors tu as le choix. Tu peux mettre du terreau, tu peux mettre du compost bien mûr, tu peux mettre de la terre végétale qu'on trouve aussi dans les jardineries, dans des sablières, dans des carrières. Mhm. Tu remplis ça. Il te faut d'autres clés de fertilité. Il te faut la lumière, il te faut aussi de l'eau. L'eau, c'est la vie, c'est 90% de nos cultures. Nos légumes, c'est de l'eau. Nous, on est de l'eau. Sitôt que tu parles de potager, tu parles de vie, tu parles d'eau. Donc, il te faut de l'eau. Il faut le prévoir, il faut gérer les absences. Et avec ça, un peu de terre, 1 mètre carré, de l'ensoleillement, de l'eau, un peu de douceur de température. Donc là aussi, tu peux aménager plus ou moins ton balcon. Tu mets une petite serre si tu es en région froide. Au contraire, tu essaies de te mettre un peu à l'ombre si tu es dans une région chaude. Et avec ça, c'est parti. Tu as tout le champ des possibles qui s'offre à toi. Bien sûr, tu as juste tes quantités, tu vois. Sur 1 mètre carré, tu peux mettre par exemple 4 plants de tomates. On parlera tout à l'heure des variétés. Tu peux en prendre des variétés vigoureuses et tu peux récolter 20, 30 kilos de tomates sur ton petit mètre carré, quoi. Tu te rends compte, c'est déjà quand même considérable. Alors, l'important, c'est aussi de bien préparer son sol. Tu en parlais là à l'instant. Quelles sont les clés justement de la réussite de sa petite culture à la maison? Et oui, donc les cultures, si tu veux, pour résumer, elles se nourrissent de lumière, donc avec les feuilles, la photosynthèse, elles vont capturer du CO2, de l'H2O, elles vont faire de l'énergie grâce à la lumière du soleil. Mais ensuite, il faut une petite partie, mais qui est super importante, ce sont des minéraux, des sels minéraux, ça tu le trouves dans le sol. Donc tu peux l'apporter, et moi je trouve que c'est là tout l'intérêt de le faire chez soi, tu peux l'importer de manière naturelle, par ce qu'on appelle de l'organique, c'est tout ce qui vient du vivant. Donc tu amènes des composts qui petit à petit vont libérer des minéraux, tu peux amener des engrais mais naturels, organiques, ne surtout pas confondre avec les engrais chimiques de synthèse qu'on utilise en agriculture, là c'est pas la peine, on n'a pas besoin de ça. C'est souvent un On gros n'a mot, pas le mot besoin. engrais d'ailleurs, hein. Ouais, c'est un gros mot. Alors, tu vois, moi, je porte attention, et d'autant plus que j'ai un peu d'influence. Je mets de côté tous les raccourcis qui, certes, font vendre du papier, mais qui ne sont pas toujours véridiques. Les engrais, un engrais, ça veut dire tout simplement quelque chose qui est concentré en minéraux, tu vois. Et ça, c'est efficace. Par exemple, je pense aux personnes âgées, 60 ans, elles ont peut-être pas les forces et l'énergie d'aller trimballer un sac de compost qui est concentré à 1% de minéraux parce qu'il va falloir 10, 15, 20 kilos et c'est pas tout le monde qui peut se trimballer ça. Il faut la logistique, alors, on peut se dépanner avec des engrais. Du coup, c'est des petits sacs qui sont concentrés. Je pense à la vinasse de betterave, à la poudre d'os, au sang desséché, à l'urine même. Figure-toi que notre urine, elle est concentrée en azote, en potassium, en phosphore. Tu pisses dans un bidon, tu vois, moi ça m'arrive de temps à autre, tu le dilues dans ton arrosoir et tu apportes de l'engrais. Alors, est-ce que tu trouves que c'est un gros mot que ce mot engrais quand on parle de naturel, tu vois? Mmh. Bon, c'est vrai que ça met pas forcément un appétit tout de suite, mais c'est le résultat qui compte, comme on dit. Et après, Pour tu sais, c'est la magie du sol qui opère. je sais. Ça décompose toutes les molécules et l'urine, 2 jours après, ça n'a plus rien d'urine en fait, hein. Ça se retrouve en minéraux essentiels. Et je sais parce que en plus tu as une formule que j'aime beaucoup qui dit que potager, c'est usiner, c'est recycler en fait. Et oui, bah oui, moi mon potager, tu vois, c'est une vraie usine à recycler, à valoriser, c'est-à-dire que tout y passe. Tous nos restes de repas, nos fans de légumes, nos épluchures, nos sopalins, nos PQ, nos cartons, j'ai la chance d'avoir un poulailler, donc toutes les litières, les fientes de poule, une partie de mon urine, donc toutes les tontes de mes prairies, tout ça, euh, rien ne sort de mon terrain. Ça, c'est de l'or noir. Vu qu'on souhaite se passer de tout engrais de synthèse, où là c'est presque facile de faire pousser de la nourriture, tu perfuses tes cultures avec des engrais qui sont faits en industrie, à coup d'énergie fossile. Là, il faut nourrir autrement nos légumes. Donc, il faut passer par l'organique, par le vivant. Et il faut autant apporter à ton potager que tu vas sortir de récolte, si tu veux. Donc, moi, je sors 500, 600 kilos par an. Ben, je suis bon pour amener plusieurs remorques tous les ans de tous mes, j'ai même pas envie d'appeler ça des déchets, en fait, si tu veux. Toutes mes ressources locales. Donc, Parce que cette terre, cette vie souterraine est remplie de micro-organismes et d'insectes et de plein de choses. C'est ce qui fait aussi la richesse du sol. Alors ensuite, c'est l'étape importante aussi, celle de choisir les graines, les semis, les plants. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, que ce soit sur des petites surfaces, balcons ou en pleine terre? Qu'est-ce que tu préconises? oui, alors là aussi, tu vois, même au départ, j'étais beaucoup plus virulent, presque dogmatique, sans trop de nuances. Tu connais la différence avec les graines F1, non F1 peut-être? Oui, il y en a qui peuvent se renouveler. En fait, le fruit ou le légume peut repousser, alors que Voilà, sur les autres, non. voilà. Donc, si tu veux, aujourd'hui, tu as
tout un arsenal de graines. Donc, on va commencer par les F1 très rapidement. Ce sont des graines qui ne sont pas reproductibles à l'identique, qui ont un papa, une maman différente, tu vois. Mais la nature, elle aime bien ça. Elle adore toujours la diversité. Nous-mêmes, on a des papas, mamans. Voilà, tu sais, on vient d'un brassage, on vient tous d'un brassage génétique. Et tout ça, ça donne une vigueur aux graines. Donc, tu peux avoir des plants qui sont un peu plus costauds, un peu plus résistants aux maladies. Et c'est très utilisé dans le commerce pour faire du commerce, tout simplement. Mmh. Donc, les graines F1 dans son potager, tu vois, tout dépend de la finalité du jardinier, en fait. Est-ce que tu as envie de produire, d'avoir de la quantité, d'avoir du volume? Là, tu peux te tourner peut-être vers les graines F1. Et c'est pour ça qu'on les utilise dans les pleins champs. C'est qu'aujourd'hui, il y a 7 milliards d'êtres humains à nourrir, tu vois. Moi, j'en ai 4. Je peux avoir un raisonnement différent. Et c'est là où je me tourne vers les non F1, parce que les non F1, elles sont peut-être, je dis bien peut-être, un peu moins productives. Elles sont beaucoup plus fragiles, mais on s'en fiche puisqu'on va pas les transporter. On va pas en faire du commerce, on va pas en faire du business. On va les bouffer sur place, excuse-moi l'expression. Donc les non F1, tu vas avoir du goût, tu vas avoir de l'originalité, tu vas avoir de la diversité, tu vas avoir de l'excentrique et tu t'éclates dans ton potager. Et j'ai vu d'ailleurs que tu proposais sur une de tes vidéos de ta chaîne YouTube un timing, un calendrier des semis qui est plutôt Ouais, bien fait. Donc les gens pourront assez facilement s'y référer. oui. Quand on débute, on peut aussi se tromper, se planter, si je puis dire, Oui. et on apprend de ses erreurs. Est-ce qu'il t'arrive, toi encore, d'ailleurs, d'avoir quelques loupés? Oui, oui, c'est tous les ans, pour pas dire tous les mois, pour pas dire toutes les semaines. Si tu veux, c'est aussi les aléas d'avoir un potager naturel, biologique. C'est que je reviens sur ces engrais de synthèse. Eux, ils enlèvent ce côté aléa, c'est perfusé, tu as pas besoin du sol. Tu connais d'avance presque le résultat que tu vas avoir. Là, nous, on est soumis à extrêmement de paramètres extérieurs, la météo, Mmh. comment ton sol va fonctionner pour faire de la fertilité. Donc des fois, c'est déroutant, quoi. Tu as une rangée d'ail qui veut rien savoir, tu as une rangée de tomates qui va pousser, une autre non, parce que peut-être il va manquer un peu d'eau, parce que peut-être la fertilité biologique, il y a eu moins de vie dans le sol, peut-être parce que tu as mis trop de compost au final et que la culture en demandait moins. Donc tu fais plein d'erreurs, quoi. Tu as des ravageurs qui arrivent aussi, hein. Les limaces, voilà, les limaces, tu vois, ça fait partie du jeu. Quand tu jardines au naturel, tu mets du paillage, Mmh. tu veux pas travailler ton sol, tu bouscules pas trop leurs œufs. C'est pas évident d'avoir une régulation qu'on vend beaucoup d'ailleurs, hein. Les limaces, ça se régule avec les années. Chez moi, ça se régule pas tant que ça. Même au contraire, j'en ai presque de plus en plus chaque année. Donc encore cette année, ouais, j'ai perdu pas mal de plants à cause des limaces. Et Mmh. puis je sais que parfois ça marche pas, mais c'est là où c'est l'avantage d'avoir un potager qui n'a pas une finalité première pécuniaire. Tu vois, Mmh. je récolte, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça me fait des sous économisés, c'est une fierté. Mais si jamais j'ai une culture qui échoue, bon, j'ai un travail à côté. Je fais un potager avant tout pour être heureux. D'accord. Bon, et puis tu sais que les limaces avec une petite beurre persillé, c'est pas mal non plus, hein. Si tu as besoin de te nourrir, si la récolte Ouais, est bien moins sûr. bonne. Pour finir, Olivier, dans ton dernier ouvrage, Nourrir sa famille, nourrir son esprit, tu parles du plaisir, du Ouais, sentiment de satisfaction, des effets bénéfiques pour l'esprit que de potager. Le bonheur est dans le ouais. jardin, c'est ce que tu veux dire? Ah ouais, ouais, ouais. Là, tu vois. Et puis alors, moi, je suis un peu hypersensible, ça y joue, mais de suite, j'ai la chair de poule parce que c'est pour ça, je pense, autant pour ça que je fais le potager, clairement, pour nourrir mon existence. Et dans le mot existence, il y a un peu ce mot sens, tu vois. Et clairement, c'est ça au potager. Quand j'y vais, j'ai l'ouïe qui fonctionne à fond, j'ai l'odorat, j'ai le visuel, j'ai le toucher. Presque, ça m'embête de pailler des fois parce que je dépaille pour aller poser ma main sur la terre. Et c'est même scientifique, hein. Je crois qu'il y a de la sérotonine dans la terre. C'est similaire, tu vois, à des antidépresseurs, à des molécules qui nous rendent sereins, zen. Et clairement, si tu mets tous tes sens à profit, et ça, c'est super important. Ça rejoint cette notion d'émotion. Et tu vois, en plus, ce Covid là qu'on vient de se taper et tout est un peu triste quand même. L'émotion, il faut courir après aujourd'hui. Mais quand tu vas au potager, tu cours pas après, tu la récoltes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Alors, tu parlais du partage de ton grand-père quand tu étais enfant. Est-ce que tu as ce même partage avec tes propres enfants? Ouais, là, c'est très très fort. Tu vois, tu vas me faire pleurer. Fais attention. Ouais, là, clairement, quand tu rapportes un panier et le soir, quand tu es autour de la table et que tu vois tes enfants manger ça, ah, tu vois, encore là, je pense que c'est presque des blessures affectives. J'en sais rien. Mais quoi Mmh. qu'il en soit, c'est très très fort. Et ça,
tu le retrouves chez tous les jardiniers en fait, à plus ou moins grande échelle bien sûr. Il y en a qui vont juste te dire ouais c'est cool, mais beaucoup, et je pense même des millions, vraiment des millions en France, même s'ils récoltent que 3 paniers dans la saison, tu vois, ils vont s'en souvenir. Ils vont vraiment s'en souvenir parce que la courgette, la petite brouette de pommes de terre, la betterave qui sort du potager, et tu vois tes gamins manger ça, tu vois, ça vaut toutes les éducations, ça vaut tout l'éveil que tu peux leur donner à la vie. Et puis bon, déjà d'être père, évidemment, c'est quand même quelque chose de costaud, mais ça rajoute encore une pierre à l'édifice. Merci mille fois Olivier pour t'être livré, nous avoir livré à la fois ton cœur, tes émotions, mais aussi tes secrets et tes astuces pour réussir son potager. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi, et je note l'invitation concernant évidemment ton caviar d'aubergine. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci Olivier. Ouais. Merci à toi Jérôme. Avant de se quitter, on va tout de suite discuter avec Pierre-Adrien Lagneau, qui va nous donner, lui, quelques conseils concernant l'outillage, l'équipement, et ce qu'on peut faire vraiment quand on a de petites surfaces comme moi et qu'on a un petit balcon. Bonjour Pierre-Adrien. Bonjour Jérôme. Alors, si j'ai bien compris ce que me disait Olivier, jardiner, potager, c'est vraiment à la portée de tous. Oui, absolument. Même si on est en ville, si on a un tout petit espace, ne serait-ce que d'un simple rebord de fenêtre, on peut arriver à cultiver son potager. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, si je suis en appartement, ce qui est mon cas personnel, j'ai un petit bout de balcon, mais pour ceux qui n'ont même pas de balcon, peut-être juste un rebord de fenêtre, qu'est-ce qu'on peut vraiment cultiver? Alors effectivement, quand on a peu de place, on peut déjà se faire plaisir avec tout ce qui est herbes aromatiques. Les herbes aromatiques, ça c'est très facile à réussir. Du moment qu'on leur donne la bonne exposition, on peut déjà cultiver son thym, son romarin, sa menthe, son basilic très facilement. Et puis même quand on a juste un rebord fenêtre, il y a toujours des petits quelques légumes que l'on peut faire pousser, quelques petits fruits, par exemple des fraises dans une jardinière, ça marche très bien. Les salades, ça fonctionne très bien. Donc on peut, avec une surface minimum, on n'a pas besoin d'avoir un immense terrain pour déjà se faire plaisir et déjà réussir à manger quelques légumes du jardin, quelques fruits du jardin, et qui forcément sont bien meilleurs parce qu'on les ramasse à maturité, ils sont pleins de goût, ils sont croquants, juste mûrs comme il faut, donc c'est top. Alors ça me fait déjà saliver. Est-ce que même si j'ai un petit peu plus de surface, est-ce que je peux m'aventurer vers d'autres légumes ou d'autres fruits? Si oui, lesquels, Oui. et avec quel type de matériel surtout? Qu'est-ce qu'il me faut? Voilà. Alors, il faut avoir quelques pots parce que dans les jardinières, par exemple, pour un rebord de fenêtre, dans les jardinières, ce seront les aromatiques, des salades, quelques fraises, des petites choses comme ça. Si tu as de la place, par exemple, sur ton balcon, tu peux mettre quelques pots. Tu peux déjà, par exemple, si tu as des pots d'environ 30 cm de haut, c'est pas des pots énormes, on peut mettre un pied de tomate cerise. Donc ça va très bien pousser, ça pousse tout seul, il n'y a pas besoin de le tailler, rien du tout, on laisse pousser et on cueille les tomates au fur et à mesure. Les enfants en raffolent, mais les grands aussi. Dans des pots un petit peu plus profonds, on peut faire des légumes racines comme des carottes, même les radis. Souvent on dit on va faire des radis dans les jardinières avec les enfants. Il vaut mieux un pot un peu plus profond parce que les légumes racines, eux, ont une racine pivot qui descend assez profond. Même des petits radis, ils ont besoin d'aller en profondeur, et donc en général dans une jardinière de 15 cm de profondeur, ça marche pas très bien. Donc si on a un pot un peu plus profond, ça marche. Et puis si vraiment on a de la place et qu'on peut mettre un bac, si on a une terrasse, une petite cour, quelque chose comme ça, on peut faire beaucoup de choses. Et si on a par exemple un pot de 50-60 cm de haut, on peut même envisager de cultiver des pommes de terre. Donc on peut vraiment faire beaucoup de petits fruits, de légumes en pot, en bac, en jardinière. On peut vraiment s'amuser à faire énormément de choses. Et le matériel, ça peut même être, on n'est pas forcément obligé de racheter des pots, des jolis pots, des jolis bacs, des jolies jardinières. On peut faire de la récup, on peut se servir d'une vieille palette pour se fabriquer un bac en bois. On peut prendre par exemple des cagettes. On prend des cagettes, on met un feutre dedans, on remplit d'un bon terreau et on peut faire ses semis de salade tout l'été dans cette petite cagette qui sera un petit producteur de salade
et ça marche très très bien. Et est-ce que ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de connaissances que de faire pousser des fraises, des radis ou que sais-je? Non, on s'imagine toujours que pour faire un beau potager, il faut avoir des cheveux blancs, un chapeau de paille, un grand tablier. Non, on peut tous s'amuser. C'est relativement facile du moment qu'on leur donne une bonne terre et surtout qu'on les arrose correctement. Ça pousse très bien, c'est facile comme tout. La facilité avec laquelle les salades lèvent, par exemple, c'est impressionnant et on peut arriver à cultiver vraiment plein de choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir avoir ça à la maison, et c'est vraiment facile. Alors, soit on sème, parce que pour une question de budget, quand on sème les graines, ça revient moins cher. Et sinon, on trouve des plants en magasin, déjà tout prêts. Si on n'ose pas se lancer au départ dans du semis, on achète des petits plants. Et puis quand on voit à quel point ça pousse bien, à quel point c'est facile, l'année d'après, on a envie d'essayer plein de choses. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Ce qui est toujours agréable avec toi, c'est que tu es toujours encourageant et sur notre site donc ça donne l'impression que à très vite pour cultiver ensemble notre jardin. Tu ne racontes pas des salades, je te fais confiance. Merci encore une fois Pierre-Adrien et à peut-être très bientôt. À très bientôt Jérôme, merci. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.